Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de juin. Comme j'aime pas beaucoup le format de filmer à la fin du mois toutes mes lectures du mois parce que je m'en souviens vraiment beaucoup moins, ben vous allez me voir changer d'habit tout au long de cette vidéo parce que ça va être différentes journées complètement. Alors, ma première lecture du mois de juin, c'était une bande dessinée que je voulais lire un petit peu plus tôt. Malheureusement, il y avait beaucoup de réservations sur cette bande dessinée, donc je l'ai lue au début du mois de juin. Et c'est Le Petit Astronaute de Jean-Paul Hyde. C'est une bande dessinée dont on a entendu énormément parler. Elle ne laisse personne indifférent et, spoilers, moi non plus. Alors, dans cette histoire, on suit Juliette qui va dans le quartier de son enfance, qui retrouve la maison où elle a grandi et va même être capable d'aller la visiter parce qu'elle est à vendre. Et au travers de cette petite visite, elle se remémore des moments de son enfance avec son petit frère Tom. Si je me trompe pas, il y avait quand même une bonne différence d'âge entre elle et Tom, quelque chose comme 5, peut-être plus que ça, 6, 7, 8 ans. Donc elle était quand même assez consciente de ce qui se passait lorsque Tom il est né. Ses parents se sont aperçus qu'il était atteint de paralysie cérébrale. Ça a été un choc dans la vie de ses parents. Ça a été un choc lorsqu'il pensait à l'avenir par rapport aux limitations potentielles qu'allait atteindre Tom. Donc, ça a été quand même un gros choc et Juliette a été une des premières personnes à être au courant et à voir aussi dans sa vie, dans son quotidien, l'impact que Tom a eu dans sa vie. Au travers de ce livre-là, ben on parcourt un petit peu les difficultés que les parents ont eues, beaucoup de jugements des autres familles, beaucoup de jugements des garderies qui ne voulaient pas un enfant avec un handicap. Ça a été un cheminement malgré tout très difficile et aussi la santé de Tom était quand même assez précaire, donc ça a été des montagnes russes dès la naissance de Tom. Ça pourrait sembler un ouvrage qui est très très lourd, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi des très beaux moments de lumière. Là où on a vu toutes les garderies qui refusaient Tom, mais le moment où on trouve la garderie qui va l'accepter, ben ça fait vraiment un petit velours au cœur. Et il y a quelque chose de doux et douloureux tout au long de cette histoire, de suivre son parcours, de voir son évolution, de voir ses progrès, de voir à quel point sa famille est présente pour lui. Il y a beaucoup de personnes qui ont versé des larmes et moi incluse. La perspective des enfants, c'est toujours un sujet qui est très sensible pour moi et une histoire aussi touchante, des parents aussi aimants, d'une petite sœur qui veut tellement. C'était vraiment une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Ma deuxième lecture, c'est une suite, le deuxième tome d'une trilogie de ce que j'ai vu. Je sais pas certaine de combien de tomes il y aurait dans cette série-là. Et c'est la série Leslie et Coco de Marie Demers. Donc moi, j'ai lu le deuxième tome, Leslie. C'est un petit peu difficile de vous parler de ce deuxième tome parce qu'il est vraiment la suite du premier. Il se passe quand même des choses importantes entre notre duo d'amis Leslie et Coco. Dans le premier tome, Leslie était partie à Montréal, Coco était encore à Gaspé. Elle se voyait de temps en temps, c'était quand même pas super évident pour Leslie. On a vu qu'elle avait peut-être des enjeux par rapport à la nourriture, une problématique, qu'elle se sentait quand même très seule, le social c'était pas super évident. Donc tu sais, il y a comme beaucoup de choses qui se sont passées dans le premier tome, puis je veux vraiment pas divulgacher le livre parce que c'est une montagne russe en soi. Dans le deuxième tome, je vous dirais qu'on suit Leslie. Coco est plutôt absente. On la suit parfois. Là, elle nous envoie des lettres. Maintenant, c'est Coco qui est à Montréal et Leslie qui est à Gaspé. Donc, on reçoit les lettres de Coco de ce qui se passe dans sa vie, de sa vie sociale et tout ça. Ça a toujours été plus facile pour Coco que pour Leslie. Puis Leslie, elle est vraiment dans un moment très bas. Donc, ça commence et il y a quand même une grande lourdeur tout au long du livre. Ça prend beaucoup de temps pour s'en sortir. C'est difficile. Il y a beaucoup d'enjeux. On a envie de l'aider. Il y a des gens qui sont bien pour elle. Il y a des gens qui sont des alliés autour d'elle, mais il y a aussi des parents, ses parents, qui sont moyennement aidants. Donc, c'est tout un long parcours qu'on suit Leslie, beaucoup plus difficile sur le cœur, mais lentement, mais sûrement, on espère que ça va mieux aller pour Leslie. Je trouve que ça se lit toujours aussi facilement,
malgré les sujets pas évidents. Donc, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Ma troisième lecture du mois de juin, c'est Noah Intersexe de Samuel Champagne, qui est son dernier roman publié et le deuxième tabou dans lequel je me suis essayée. J'ai un petit peu peur de cette collection-là. Je sais qu'il y a comme un aspect pédagogique à tout ça, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement ma préférence, sauf que j'ai vraiment envie de tout découvrir ce que Samuel Champagne a écrit. Donc, dans cette histoire, on suit Noah, 16 ans, qui est un garçon intersexe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que biologiquement, nous, on a une paire de chromosomes sexuels qui sont XX si on est des filles ou XY si on est des garçons. Si vous êtes des garçons. Et puis, Noah, lui, qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'il y a les deux paires de chromosomes. Donc, il y a trop de chromosomes sexuels. Il y a des chromosomes sexuels filles puis des chromosomes sexuels garçons. Ce qui fait en sorte que à la naissance, il y avait des parties biologiques, des organes féminins et des organes masculins. Donc, il manquait certaines portions du féminin et certaines portions du masculin aussi. Donc, visuellement, si on le regarde, ça paraît pas, mais lorsque les médecins l'ont accueilli à la sortie de ce chemin d'accouchement, ils s'en sont rendus compte qu'il y avait peut-être quelque chose au niveau biologique. Donc, c'est ça, Noah, il est intersexe. Noah, depuis des années, s'identifie comme garçon, donc il n'y a pas ce struggle, cette confusion par rapport à ça, mais les médecins ont toujours poussé pour qu'il se fasse opérer, qu'il choisisse d'enlever soit des morceaux qui correspondent aux garçons ou des morceaux qui correspondent aux filles. Les médecins voulaient que ses parents fassent le choix pour lui lorsqu'il était jeune. Sa maman a toujours refusé parce qu'elle se disait, je sais pas s'il va s'identifier comme un garçon ou une fille plus tard. Et maintenant, la chose qui semble le plus logique, c'est de laisser ça dans les mains de Noah, dans le sens que il n'y a pas d'obligation à rien, mais s'il a envie, c'est entre ses mains. Sauf que lui, il ne sait comme pas. C'est quand même un garçon qui est assez reclus. Il a tout un passé aussi que sa mère, elle socialisait pas énormément. Elle avait beaucoup peur du jugement. Donc, en le protégeant, elle l'a un petit peu retiré de la vie sociale. Pour lui, c'est difficile de créer des liens avec des gens de son âge. Il y a une grande peur aussi de proximité, que les gens le sachent, que ça soit écrit dans son front qu'il est intersexe. Il y a aussi une grande confusion dans son cœur à lui, de qu'est-ce que ça veut dire, puis de qu'est-ce qu'il devrait faire avec ça, même s'il sait qu'il est garçon, puis son orientation sexuelle, s'il aime les garçons, s'il aime les filles, comme est-ce qu'il est homosexuel, est-ce qu'il est hétérosexuel, parce que de toute façon, homo veut dire similaire, puis lui, il est similaire à personne, donc il y a vraiment beaucoup de choses dans sa tête qui se passent, mais au-delà de tout ça, c'est vraiment pas le struggle nécessairement de l'intersexualité, parce que c'est plutôt une romance. Il va rencontrer quelqu'un, puis ça va le confronter un petit peu, mais en même temps, ça va être une des plus belles choses qu'il n'a pas vécues depuis très très longtemps. Samuel Champagne écrit les romances comme personne. Ça fait vivre des petits papillons. On ressent vraiment l'honnêteté de ces rencontres-là. On ressent aussi tout de suite ce que l'un et l'autre peuvent s'apporter. Donc, ça se lit super bien. C'est sûr qu'au début, je trouvais ça un petit peu lourd, le cognage de clous au niveau pédagogique de qu'est-ce que l'intersexualité. Je peux-tu dire ça comme ça? J'ai pas l'impression que c'est la même chose. Les personnes intersexes. Donc, il y a quand même des bons chapitres au début, 2-3 chapitres où on redit un petit peu les mêmes informations, puis qu'il y a quand même beaucoup de théories, mais éventuellement, lorsqu'on passe à l'histoire d'amour, ça fait quand même du bien là, de mettre ça, qui est toujours là dans la vie de Noah parce que ça fait partie de sa réalité, mais en même temps, c'est pas ça qui est dans l'avant-plan, puis c'est pas ça sa confusion et ses questionnements, c'est vraiment par rapport à aux autres, puis peut-être à éventuellement s'ouvrir. C'est une personne très sensible, Noah, qui va visiter les personnes âgées, qui a des intérêts pour les insectes et les bestioles. Donc, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. La personne qu'il va rencontrer, c'est une belle personne aussi, puis son petit frère Ludovic, qui est vraiment un petit gars de 8 ans incroyable. Donc, ça a été une autre super bonne lecture. Alors, on termine avec mes 2 dernières lectures du mois de juin. Comme vous pouvez
pouvez le constater, ça n'a pas été un grand mois de lecture, mais c'est la vie, on peut pas faire grand-chose. Donc, mon avant-dernière lecture, ça a été le deuxième tome de la trilogie Western Fantasy de Patrice Cazot. Donc, le premier tome, c'était Coyote. Moi, j'ai lu le deuxième tome, Chenko. C'est difficile de parler du deuxième tome parce que c'est un peu des divulgateurs pour le premier, mais rapidement, je vais faire une brève critique de ce que j'avais dit pour le premier. J'avais trouvé que j'avais de la misère à comprendre le but de certains personnages. C'était un petit peu une lecture en montagne russe. Il y avait des éléments que j'aimais beaucoup entre les personnages, mais je trouvais que c'était pas assez exploré. On découvrait pas, on connaissait pas assez les relations entre les divers personnages. Il y en avait quand même beaucoup aussi. Je trouvais que l'ambiance était super intéressante. L'aspect western avec la fantasy, c'est quand même un mélange qu'on ne rencontre pas souvent. Et là, ici, ben, c'est la suite forcément du premier tome. On a encore une fois beaucoup de personnages. On suit à peu près 6 personnages différents tout au long du livre et ils ont tous des quêtes différentes. C'est comme un peu une poursuite sans fin parce que chaque personnage cherche à trouver un autre personnage. J'ai trouvé que comparé au premier tome, le but de tous les personnages était vraiment beaucoup plus clair. J'avais pas de difficulté à comprendre leur intention, à comprendre pourquoi ils faisaient ça. Donc ça, c'était vraiment intéressant de vraiment bien comprendre l'objectif de chaque personnage. Ça me permettait d'entrer mieux dans l'histoire. C'est sûr que moi, le fait qu'il y a beaucoup de personnages, c'est toujours quelque chose qui me rebute un petit peu parce que je trouve qu'on n'apprend pas à les connaître assez. Et si je peux mettre un petit bémol à cette histoire-là, c'est vraiment ça. En suivant autant de personnages, je trouve qu'on gratte pas assez, qu'on les connaît pas suffisamment et j'étais pas attachée assez à chaque personnage, donc je me sentais vraiment comme spectatrice extérieure et non vraiment investie. Il se passe plein de choses à la fin. C'est encore une fois un gros boom lorsqu'on arrive à la fin, mais je regardais ça vraiment comme quelqu'un qui est spectatrice. J'avais pas de grandes réactions, j'étais pas choquée, j'étais pas outrée, triste, j'avais pas ces réactions-là, malgré que j'avais bien du plaisir à lire cette histoire-là. C'est vraiment juste parce que je me sentais pas tant impliquée. Je sais pas comment faire autrement, mais je pense que des petits moments privilégiés avec certains personnages, peut-être pas avec tous les personnages, mais en choisir, juste comme Quova, je trouve qu'on était près d'y arriver. Ils ont tous vraiment une personnalité distincte. L'auteur travaille très fort pour qu'on voit la différence entre les différents personnages et qu'on comprenne qu'est-ce qui se cache derrière leurs faiblesses et derrière leurs forces aussi. Donc, ça en prendrait vraiment pas beaucoup de plus, mais je pense que ça a aussi un lien avec l'alternance entre les personnages. Sinon, ben, j'ai bien aimé ça. Il est quand même arrivé dans une période de ma vie où la lecture est difficile. Donc, j'ai passé au travers, ça s'est bien passé, j'ai tourné les pages rapidement, on embarque dans cette atmosphère. Les descriptions sont vraiment incroyables. Le premier chapitre, c'était exactement ça, goûter la poussière, goûter le sable. C'est pas quelque chose que je connais énormément, le western fantasy. Je sais pas si je pourrais dire que le western, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment beaucoup, mais le mélange de ces deux univers-là, il y a vraiment quelque chose à explorer et j'aime toute la créativité qui est derrière ça. Juste pour ça, là, je lève mon chapeau bien haut. Donc, c'était ma critique pour le deuxième tome de cette trilogie-là, puis je vais essayer de terminer la trilogie cette année. Après cette lecture-là, je ne pensais pas être capable de lire quoi que ce soit d'autre d'ici la fin du mois de juin, mais j'avais fait un achat il y a quelques semaines et il me trottait beaucoup en tête parce que vous savez que j'achète vraiment pas beaucoup cette année. Ce sont des œuvres privilégiées qui se font acheter parce que je vois pas l'intérêt, j'aime mieux les acheter après si je les ai beaucoup aimés et tout ça. Donc, Olivier Sylvestre a sorti une nouvelle pièce de théâtre. Olivier Sylvestre, c'est un de mes auteurs chouchous. Difficile à expliquer pourquoi, mais lorsque j'ai vu qu'il y avait Les Sentinelles sorties sur la table de ma librairie préférée, j'ai pas pu résister. Donc, comme je vous disais, Les Sentinelles, c'est une pièce de théâtre. C'est un univers où des adolescents s'enferment dans leur chambre et sont sur comme un
forum là, de clavardage. Et au départ, il y a comme deux personnes qui se font un petit forum à l'extérieur des autres et restent toutes les deux dans une espèce de safe space. Ils en ont comme assez de la vie extérieure, ils en ont assez de leur famille, de ce qui se passe autour, et elles décident de s'isoler dans un petit forum où elles ne seront que les deux et elles feront rien. Elles vont juste se parler, elles vont juste être là et c'est tout. Malheureusement pour elles, ça se passe pas ainsi parce que rapidement les gens sont très curieux de ce qui se passe dans ce forum isolé. Les gens veulent s'introduire et il y a des personnes avec des bonnes intentions, mais il y a toujours des personnes avec de moins bonnes intentions. C'est une pièce de théâtre avec beaucoup de personnages et au départ, ça se déroule vraiment bien. On comprend tout ce qui se passe, on comprend les enjeux de chaque personnage, on voit d'autres personnages arriver, puis là on se dit « leur but du départ est en train de tanguer ». Puis éventuellement, il y a comme plusieurs histoires qui mélangent le réel et le virtuel et ça devient comme une grosse toile d'araignée. C'est complexe, là, mais je sais pas comment expliquer ça. Olivier Sylvestre fait des choses que je pourrais pas accepter des autres auteurs. Puis j'étais mélangée, mais en même temps, j'étais tellement fascinée, puis je continuais à suivre, puis à essayer de décortiquer qu'est-ce qui était vrai dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passait avec tel personnage, qu'est-ce que était l'histoire entre ces deux-là. C'était comme vraiment là, une boule de laine mélangée, mais comme c'était vraiment satisfaisant d'essayer de tirer chaque fil de tout ce qui se passait. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette pièce de théâtre-là. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Je l'ai lu en une seule fois parce que je voulais pas m'arrêter. Il y a quelque chose dans l'écriture d'Olivier Sylvestre. Les thématiques qui sont mentionner comment il les exploite. Il nous amène dans des univers incroyables. Il y a des façons d'amener cette réflexion-là qui est peut-être pas la manière la plus naturelle, mais ça fonctionne vraiment beaucoup. Moi, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir voir une pièce de théâtre d'Olivier Sylvestre adaptée au théâtre parce que les lire, c'est une expérience, mais j'aimerais beaucoup aussi voir l'œuvre en vrai. Je pense que ça pourrait être d'autant plus intéressant. Donc là, je suis vraiment contente d'avoir lu Les Sentinelles. Ça a bien terminé mon petit mois de juin. C'est pas mal ça pour mes lectures, en espérant que juillet soit meilleur. On verra. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos une fois par semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.